enseignante spécialisée, conseillère pédagogique de la circonscription de Valbonne et l'une des rédactrices françaises de la méthode de Singapour. Je vous invite à nous rejoindre. Le professeur Laurent Cohen, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc le professeur Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS. Et monsieur Joseph Césaro, directeur des actions pédagogiques à l'Académie de Nice. J'ajoute que vous représentez le recteur et que, au terme de cette conférence, vous allez jouer le rôle de grand témoin, donc, et nous faire part de votre expérience. Une session qui va être animée par Louise Cuneo, journaliste au Point, qu'on peut applaudir. Et on peut surtout l'applaudir pour ce très très beau numéro hors série, donc que je vous montre, alors qu'il y a un succès absolument phénoménal. Donc n'hésitez pas à vous précipiter donc dans les kiosques, auprès donc de tous les points de vente. Vous pouvez également le commander sur internet. Il est disponible donc jusque mi-décembre. Math, la méthode de Singapour, numéro spécial du Point. Louise, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Hélène. Alors, on va peut-être commencer directement en posant une question à monsieur Laurent Cohen. Vous êtes donc neurologue et professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce qu'on peut vraiment améliorer l'apprentissage et la manière dont on apprend grâce aux avancées des neurosciences? C'est une question qui c'est pas si facile de répondre, parce que les neurosciences, c'est des tas de sciences, en fait, c'est au pluriel, qui se développent depuis des années et qui donnent vraiment une compréhension nouvelle de ce que c'est, pas juste comment marche le cerveau, mais en d'autres termes, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, comment on pense, quelle est la machinerie qui est derrière nos émotions, etc. Donc c'est des progrès extraordinaires et on est plusieurs ici à s'occuper de ça, et donc on trouve ça très intéressant. Mais c'est aussi une source de malentendus, j'ai l'impression, assez important. Et pour prendre juste un exemple, dans ce qu'on appelle les neurosciences, donc on essaye de comprendre comment marche le cerveau, c'est un peu caricatural, mais il y a deux manières de regarder les choses. Il y a une manière de regarder les choses qui est de soulever le capot du cerveau et regarder comment ça fonctionne, comment marchent les neurones. Par exemple, c'est ce qu'on voit souvent dans les journaux, en faisant de l'imagerie cérébrale. Alors on voit des beaux cerveaux, on voit quelles sont les régions qui marchent pendant que vous faites quelque chose, dans quel ordre, etc. Donc regardez dans le cerveau, comprendre comment ça marche. Et il y a une deuxième manière d'étudier le cerveau qui est probablement plus importante en ce qui concerne les leçons que ça peut nous donner sur l'apprentissage, qui n'est pas de regarder dans le cerveau, mais d'étudier de façon expérimentale, rigoureuse, scientifique, comment les gens se comportent. Et ça, c'est probablement la chose la plus importante en ce qui concerne l'enseignement. Par exemple, on sait depuis, ça a été montré en 1880, mieux montré en 1924, que quand vous dormez, quand vous passez une nuit de sommeil, eh bien, vous avez des souvenirs qui se consolident pendant la nuit. Vous vous souvenez mieux des choses que vous avez apprises la veille que si vous n'aviez pas dormi entre-temps. Ça nous dit quelque chose sur la manière dont le cerveau mémorise, alors qu'on n'est pas allé regarder dans le cerveau. Ça, c'est de la psychologie expérimentale, scientifique, qui nous dit des choses extrêmement importantes sur le cerveau. Et ça, c'est surtout un domaine que Franck Ramu connaît très bien. Il y a des tas d'exemples qui nous disent, voilà, si on sait comment psychologiquement marche le cerveau, si on peut dire, il y a des leçons à en tirer pour l'enseignement, c'est sûr. Maintenant, le cerveau lui-même, tel que on le voit quand on soulève le capot, l'imagerie, etc., ça donne probablement moins de leçons. Mais je peux peut-être quand même donner un exemple de choses importantes qui illustrent les images du cerveau, pour être un peu caricatural. C'est que, premièrement, le cerveau à la naissance, quand un petit enfant naît, eh bien, on a longtemps cru que son cerveau, c'était un petit peu comme une patate, quoi. C'était un truc homogène avec lequel on pourrait ensuite faire ce qu'on voulait. En fait, c'est pas du tout comme ça. Dès la naissance, le cerveau est quelque chose qui est très organisé. Il y a des connexions bien particulières entre telle et telle région du cerveau. Dès la naissance, si vous faites entendre du langage à un petit bébé, s'il entend des phrases, eh bien, il va activer dans son cerveau à peu près, pas n'importe quoi, mais à peu près les mêmes régions qu'un adulte va activer quand il entendra du langage. Il y a des régions qui sont déjà spécialisées. Il y a déjà des régions spécialisées, il y a déjà des connexions bien particulières, donc on vient avec un cerveau qui est déjà très organisé. Donc, ce qu'on va pouvoir apprendre après, on va l'apprendre avec cette machine-là, pas n'importe laquelle. Et il y a une deuxième chose qui est un peu le revers de cette médaille, c'est que certes, il est déjà organisé, mais aussi, il est très plastique. Il va changer.
en fonction de ce qui va vous arriver dans la vie, de ce que vous allez apprendre, de ce que vous allez manger, je ne sais quoi. Et par exemple, moi j'ai travaillé pas mal sur la lecture. Eh bien, il y a une région du cerveau qui est précisément localisée quelque part par là, qui, quand vous apprenez à lire, quand vous êtes à l'école ou même si vous apprenez à l'âge adulte, quand vous apprenez à lire, cette région apprend à reconnaître les lettres. Quand vous ne savez pas lire, vous montrez des lettres, il ne se passe rien dans cette région. Une fois que vous avez appris à lire, eh bien, cette région s'allume et fait des choses très sophistiquées avec les lettres que vous voyez. Donc c'est un exemple, parmi d'autres, du fait que le cerveau est déjà organisé, mais il va changer au fur et à mesure qu'on apprend. C'est-à-dire que ça dit quand même que du coup, si on est, si on n'est pas nul dans une discipline, on peut toujours s'améliorer et l'apprentissage n'est pas quelque chose de figé. Absolument. On peut toujours progresser. Ça, cette idée de plasticité qui est un peu bateau comme ça, mais enfin c'est quand même une caractéristique de cet organe. Eh bien, ça ne s'arrête jamais. Alors évidemment, on est plus plastique quand on est enfant que quand on est vieux. Si moi, on m'enlève un gros morceau de mon hémisphère droit, eh bien, je vais pas. Ça va être un petit peu dur après. Et vous pourrez y arriver quand même. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'arriverai plus du tout, et probablement plus jamais. Maintenant, il y a des enfants chez qui, pour des raisons médicales, on doit retirer ou déconnecter une grande partie d'un hémisphère. Eh bien, si c'est fait assez tôt, c'est des enfants qui ensuite pourront avoir un développement quasi normal. Parce que les capacités de réorganisation du cerveau sont plus importantes face à un traumatisme, par exemple, face à une lésion, quand on est petit que quand on est vieux. Alors, est-ce que c'est justement l'apport des neurosciences, parce que vous disiez c'est de la psychologie, c'est aussi de l'observation et un peu de bon sens. Et effectivement, on se rend compte que si sans doute certains professeurs se sont rendus compte d'eux-mêmes qu'en apprenant des leçons la veille, on les connaissait mieux le lendemain. Est-ce que l'apport des neurosciences, ça peut pas être justement de conforter les professeurs dans ce qu'ils font déjà? C'est sûrement les conforter dans ce qu'ils font s'ils font quelque chose de bien. Pas déconforter s'ils font quelque chose qui n'est pas bien. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est certainement utile que des gens qui enseignent aient des idées assez claires et assez justes sur les processus intellectuels, la manière dont l'esprit de leurs élèves, le cerveau de leurs élèves apprend. Là, j'ai donné un exemple tout bête sur la mémoire, mais il y a pas mal de choses comme ça. Le rôle de l'attention, le rôle de la mémoire, le rôle de la motivation, etc. Il y a pas mal de choses. Il y a des résultats expérimentaux validés, etc., qui disent un peu comment ça se passe. Et donc ça, c'est des choses qu'il est probablement utile de connaître plutôt que de ne pas les connaître. Alors peut-être, Monsieur Ramy, vous êtes plus attaqué en particulier à la dyslexie. C'est quelque chose que l'on peut améliorer, soigner, guérir? Améliorer, sans aucun doute. Disons, toute la question, c'est pourquoi certains enfants ont du mal à apprendre des choses que d'autres enfants apprennent très facilement. La réponse, il y a plein de réponses possibles, ça dépend un peu des enfants. Donc il y en a qui ont du mal à apprendre à lire, qui sont dyslexiques, il y en a qui ont du mal à apprendre à compter, qui sont dyscalculiques, il y en a qui ont du mal à apprendre à écrire, il y en a qui ont du mal à coordonner leurs gestes, etc. Donc il y a différents troubles des apprentissages qui font que certains enfants apprennent moins bien, apprennent différemment. Et effectivement, il y a tout un pan de la recherche scientifique qui essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est différent chez ces enfants. On peut améliorer leur situation concrètement? Bien sûr, déjà on essaye de comprendre ce qui fonctionne différemment chez eux, et à partir de cette compréhension, on peut imaginer des méthodes pour améliorer leurs apprentissages, qui en général suivent deux grandes stratégies. Une stratégie qui est d'essayer de remédier ou de rééduquer la fonction qui est en difficulté. Donc l'enfant qui a du mal à lire, on va entraîner la lecture encore un peu plus intensivement qu'il n'est nécessaire pour la plupart des enfants. Mais aussi on va leur apprendre à contourner le problème, parce qu'ils ont aussi d'autres ressources intellectuelles qui sont préservées. Et donc voilà, si l'enfant il n'arrive vraiment pas à lire en décodant les lettres, etc., il y a d'autres moyens de lire, et on va aussi lui enseigner à peut-être reconnaître les syllabes entières, peut-être reconnaître les mots entiers, peut-être utiliser d'autres techniques, associer des couleurs, des gestes, etc., ce qui peut aider un certain nombre d'enfants. Donc à chaque problème identifié, si vous voulez, on peut formuler des hypothèses qui vont permettre d'apporter une réponse. Après, c'est un domaine où il faut quand même être très modeste. Il n'y a aucune réponse préétablie, définitive, qui va marcher pour tous les enfants en difficulté. Et donc il faut bien
bien évaluer ses enfants, bien comprendre la nature du problème, faire des hypothèses sur ce qui ne marche pas et ce qu'on pourrait faire, et puis essayer et évaluer. Et si ça ne marche pas, on réoriente l'intervention. Il y a une liaison qui peut s'établir entre les spécialistes et les enseignants qui vont, eux, récupérer ces enfants dyscalculiques ou dyslexiques. Peut-être, Agnès Zikora, vous avez plus particulièrement... Pardon, merci. Vous avez plus particulièrement travaillé en lien avec les professeurs. Comment ça s'organise ? Disons que quand j'ai exercé au CERTA, c'est-à-dire un centre référent des troubles des apprentissages, c'est un centre qui reçoit à peu près 1% de la population des enfants qui sont, on dira, atteints de façon sévère. Et d'ailleurs, l'éducation... Troubles de l'apprentissage, hein. Ils sont atteints troubles de l'apprentissage, donc... disons, quand ils arrivent, on voit que ça ne marche pas à l'école et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et l'avantage d'un centre référent, c'est que les enfants vont être observés, mais de façon pluridisciplinaire, avec de multiples regards. Et d'ailleurs, l'Éducation nationale s'est investie, puisqu'ils ont détaché une enseignante qui maintenant, je pense qu'il y en a dans pratiquement tous les CERTA. Et donc, mon rôle était de comprendre quelles étaient les compétences préservées de ces enfants et quel était le message à apporter aux enseignants pour qu'ils puissent adapter leur manière d'enseigner et les types d'apprentissage qui conviennent le mieux à ces enfants. Donc c'est assez compliqué parce que... C'était un travail qui se faisait en direct avec les neuropédiatres ? Voilà, avec les neuropédiatres, donc sur Nice, le docteur Richel, mais le docteur Fossoud, et donc avec une équipe composée d'orthophonistes, de neuropsychologues, qui étaient des fois partis sur des examens complémentaires, parce qu'on voulait comprendre qu'est-ce qui avait été oublié chez cet enfant, qui est vraiment vu dans sa globalité, qui n'est pas saucissonné. Donc c'était très important, et ensuite de rencontrer les enseignants, et puis de former les enseignants. C'était quand même quelque chose de très important. Les enseignants peuvent travailler avec des directeurs de recherche, des neurologues pour que ça avance ? Directement, c'est difficile parce qu'on est quelques dizaines et ils sont 900 000. Donc, on ne va pas pouvoir aller dans toutes les écoles. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait plusieurs échelons intermédiaires entre eux et nous et que la formation leur transmette les bonnes pratiques. Et de fait, c'est vrai que l'essentiel quand même se joue à l'école. Madame disait, le centre référent reçoit à peu près 1% des élèves qui sont les plus en difficulté. Mais en fait, il y a 15% d'élèves qui sont en difficulté d'apprentissage de la lecture. Parmi eux, il y a 5% de dyslexiques. Et donc, ça veut dire que ces élèves-là, qui vont jamais aller au centre référent, il faut s'en occuper aussi. Et on va s'en occuper en classe. Des aménagements pour justement ces enfants, et bien c'est justement à ce moment-là que ça va profiter à tous les autres élèves. Et c'est justement en formant un enseignant qui reçoit justement un enfant qui est peut-être dans le champ du handicap, c'est à ce moment-là que les autres enseignants vont se raccrocher et se dire « mais ça marche ». Et ils vont l'étendre aux autres élèves. Et alors, Monsieur Cohen, il y a des trucs qu'on peut avoir pour apprendre. Les neurologues peuvent dire aux enseignants, ah ben voilà, s'ils apprennent la lecture comme ci ou de cette manière-là, en insistant plus sur tel point, ça va s'améliorer. Les neurologues n'ont pas tellement de trucs, mais comme le disaient surtout les neurologues qui s'occupent des adultes, qui savent déjà lire, mais comme disait Franck Ramus, il n'y a pas actuellement, il n'existe pas à ma connaissance, une méthode dont on dirait, voilà, les neurosciences, avec un grand N, une couronne en or massif sur la tête, disent que c'est extrêmement simple, il suffit de faire ci et ça pour soigner les dyslexiques. Ça n'existe pas. On aimerait bien, ça n'existe pas. Voilà. Donc il y a des différentes méthodes, il y a des praticiens qui ont une grande pratique de ce genre de situation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le diagnostiquer tôt. Il faut savoir que ça existe, il faut que les enseignants soient sensibilisés à l'existence de ces troubles du développement. Maintenant, c'est assez connu, ce qui est assez récent finalement. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on sait qu'il y a des troubles du développement cognitif et qu'il faut les repérer pour pouvoir s'occuper de ces enfants le plus tôt possible. Ça, je crois que c'est assez généralement vrai. Je voudrais juste enfoncer le clou qu'a planté Laurent pour dire, dans le domaine de la dyslexie ou de tous les troubles des apprentissages, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de guérison à attendre. On peut améliorer tous ces enfants. Les adultes aussi, les personnes plus âgées ?
Bon, les adultes, Laurent en parlera, mais en tout cas, les enfants qui sont en difficulté, on peut tous les améliorer et pour la plupart d'entre eux, on peut tous les conduire à un niveau de fonctionnement relativement satisfaisant, c'est-à-dire qu'ils arrivent à lire pour fonctionner dans la vie courante. Il n'y en a qu'un tout petit nombre qui arriveront vraiment pas du tout. Mais on ne va pas forcément tous pouvoir les ramener au niveau de fonctionnement optimal parce qu'on ne sait pas faire des miracles. Et c'est un domaine dans lequel il faut beaucoup se méfier parce que des méthodes miracles, il y en a qui sortent toutes les semaines. Et il y en a encore une qui est sortie il y a quelques semaines et vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. Donc il faut être extrêmement méfiant vis-à-vis de tout ce qu'on vous vend comme une méthode miracle parce que ça n'existe pas. Et quelques semaines plus tard, on se rend compte que ça ne marche pas. D'accord. Vous, Agnès, vous avez eu l'expérience de voir que la manipulation, concrètement, sans s'appuyer forcément sur les neurosciences derrière, pouvait améliorer la situation de certains élèves et les difficultés qu'ils avaient par rapport aux maths. Disons que moi, en tant qu'enseignante vraiment de terrain, ce qui était intéressant, c'est de voir ces parents qui étaient en désarroi avec des enfants qui ne pouvaient pas comprendre dans une résolution de problème pourquoi on mettait un plus à un certain moment, pourquoi on mettait un moins, et qui n'avaient aucun sens des opérations et la numération à peine mise en place pour des enfants de cycle 3. Donc c'était très compliqué. Cycle 3, c'est juste CM2, enfin des 6e, oui, maintenant 5e. 6e incluse. Voilà. Et donc avec ces parents-là qui étaient en désarroi, donc j'étais amenée à faire des recherches pour donner des trucs entre guillemets aux enseignants qui marchent avec cet enfant. Et justement, c'est parce que je me suis penchée sur la méthode de Singapour, j'ai refait des recherches et je me suis rendu compte... On va juste réexpliquer ce que c'est que la méthode de Singapour, parce que je ne sais pas si tout le monde sait. Absolument. La méthode de Singapour, c'est une méthode de maths qui a été créée dans la cité-État de Singapour qui se base sur des méthodes pédagogiques qui ont été développées en Europe et aux États-Unis par Polya, Montessori, Freinet, etc. Et l'idée, c'est de partir du concret pour comprendre les maths et le raisonnement avant même d'arriver à un bon résultat. C'est bien ça ? C'est-à-dire qu'il y a énormément de passages, c'est-à-dire c'est un des piliers, c'est-à-dire de passer toujours par la manipulation et par le concret avant d'arriver au symbole mathématique. Donc on va avoir d'abord tout ce qui est concret, ensuite imagé, et ensuite on va passer en phase finale au symbole mathématique. Et en plus, dans cette méthode, ce qui est quand même un des piliers, c'est la verbalisation, c'est mettre un peu un haut-parleur sur son cerveau et apprendre aux enfants d'expliquer leurs pensées. Parce que c'est très important d'expliquer sa pensée en ayant l'enseignant comme modèle et en rentrant dans cette modélisation. Et on va faire de la résolution de problèmes qu'on nomme résolution de problèmes en barre, où les quantités sont représentées, connues et inconnues. L'idée, c'est de visualiser le problème. Et les enfants visualisent. Alors, quand on a des enfants qui, par exemple, peuvent avoir un trouble sévère du langage, tel une dysphasie, par exemple, ce genre d'enfants, le fait que l'on dessine devant eux les données du problème, les connus et les inconnus, finalement, je les ai vus démarrer. Et en fin de compte, en classe, on risque de dire il comprend rien parce qu'il est noyé dans un faisceau de paroles, alors que quand on va avoir quelque chose de concret et d'écrit, ces enfants, ils vont être tout à fait capables de résoudre des problèmes. D'où l'importance d'aller l'expliquer à l'enseignant et lui dire, voilà, cet enfant, c'est comme ça que ça marche avec lui. Et ça ouvre plein de pistes au niveau des enseignants. Ce sont des pistes qui sont confirmées ensuite par la science. Je veux dire, est-ce qu'on peut rééduquer en fait certaines personnes qui ont du mal en mathématiques, par exemple, aux mathématiques, au sens du nombre ? Si la méthode marche, c'est qu'elle marche. Et moi, je la connais pas, cette méthode, mais de ce que j'en ai entendu dire, de ce que vous m'en avez dit, j'ai l'impression que c'est une méthode qui met en jeu de bons principes généraux d'apprentissage, comme la motivation, valoriser les succès, ne pas avoir peur de se tromper, poser des problèmes, se tester souvent, etc. Bon, donc ça marche apparemment. Et dans le cas des maths, c'est peut-être intéressant de dire que les maths, au sens où nous on les entend dans notre société, c'est-à-dire où il y a des mathématiques assez élaborées finalement, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés humaines, c'est une espèce d'échafaudage.
intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ingrédients qu'on combine. Un premier ingrédient, c'est quelque chose qui est présent chez non seulement les adultes humains, mais aussi chez les nouveau-nés humains, c'est la capacité à apprécier les quantités. Je dis les nouveau-nés humains, on peut montrer qu'à l'âge de 2 jours, des petits bébés savent que 4 points, ça va avec 4 sons, alors que ça ne se ressemble pas du tout, à part par la quatritude. Ils savent ce que c'est que 4. Et que non seulement les petits bébés, mais c'est vrai pour les chimpanzés, pour les lions, pour les éléphants, pour les cafards, pour les salamandres, cette capacité à apprécier, à manipuler les quantités, quelque chose qui est tout à fait, absolument universel dans les espèces humaines, dans les espèces animales. Puis il y a un deuxième ingrédient qui, lui, est propre à l'espèce humaine, qui est le langage, effectivement, comme vous disiez. Et nous, on apprend, quand on est un petit enfant à l'école, ou pas à l'école, on apprend ces étiquettes très précises que sont les noms des nombres, les chiffres arabes, etc., qui permettent d'étiqueter des quantités très précises. Et ça donne la possibilité d'appliquer sur les nombres des opérations, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et des choses encore plus compliquées qu'on ne pourrait pas faire juste sur les quantités approximatives. Et puis par-dessus ça, on a aussi quelque chose qui est particulièrement développé dans l'espèce humaine, qui sont les capacités, disons, de raisonnement. Donc si on combine tout ça, on arrive à une espèce d'échafaudage assez compliqué, dont on peut imaginer, qui est donc plein de raisons différentes pour lesquelles apprendre à faire des maths soit difficile pour des enfants. Que ce soit des enfants qui ont des difficultés avec l'appréciation des quantités, avec le langage, avec le raisonnement, ou à qui on n'est pas bien fait comprendre au départ le lien entre les mots et les quantités, etc. etc. Donc c'est des échafaudages compliqués qui peuvent avoir du mal à se mettre en place chez les enfants, qui peuvent aussi tomber en panne de façon diverse chez des adultes qui savaient les mathématiques et qui perdent, à la suite d'un accident cérébral, X ou Y, tel ou tel aspect de leur capacité mathématiques. Il y a des gens qui ne savent plus vraiment utiliser les quantités, mais qui connaissent encore leur table de multiplication par cœur. Il y a l'inverse, il y a des gens qui connaissent plus du tout les nombres sous forme de mots, qui ne sont pas capables de lire un nombre, mais qui ont quand même des représentations convenables des quantités. Je me souviens d'un patient à qui on a parlé, dans une douzaine d'eux, il y en a à peu près 10. Hein, voilà. Monsieur Césaro, vous êtes plus en prise avec l'éducation nationale directement, puisque vous y travaillez. Comment les neurosciences, qui sont un terme maintenant extrêmement galvaudé et dont on dit qu'il faut s'en servir dans l'éducation, comment on peut transmettre ça aux enseignants et dans leur formation pour améliorer l'apprentissage? Alors d'abord, je voudrais réagir sur la méthode de Singapour et de son succès. Le succès vient probablement du fait qu'à Singapour, ils ont aussi, en même temps qu'ils ont mis en œuvre la méthode, ils ont aussi fondé leur réussite sur la formation des maîtres. Une formation exigeante, initiale d'abord, et continue ensuite. Et donc, pour rejoindre votre question, comment on fait interagir les neurosciences avec la formation des maîtres? Alors d'abord, je voudrais dire que les neurosciences nous ont appris qu'un élève en activité, c'est un élève dont le cerveau est en activité, et c'est de cette manière-là que l'élève apprend. Et quelles que soient les méthodes pédagogiques, et là on vient sur la liberté pédagogique, les méthodes pédagogiques, soit des méthodes actives, mais quelquefois on peut avoir des élèves actifs dont le cerveau n'est pas actif. Alors la liberté pédagogique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait la liberté que chaque prof a de pouvoir choisir la méthode dont il enseigne du moment qu'il suit le programme. Voilà, et des cours plutôt magistraux qui rendraient même l'élève actif au niveau du cerveau. Et donc je crois qu'il faut se méfier des méthodes qu'on dit actives d'un côté, ou voilà, pour laisser l'enseignant choisir et être accompagné, et c'est là où on arrive à la question des neurosciences. Nous avons dans l'académie fait une expérimentation avec Neuroscol du côté de Saint-Raphaël. Nous avons travaillé avec un laboratoire belge, malheureusement, et on a été sélectionné par la communauté européenne. On a eu des fonds propres pour développer cette expérimentation qui a porté sur la maîtrise du stress à l'école, pour que le climat scolaire puisse être plus serein pour les apprentissages. Et lorsque cette expérimentation a duré 2 ans, lorsqu'on a eu les résultats, on a fait suivre l'expérimentation par une équipe de l'ESP. On s'est rendu compte que, effectivement, la relation entre les chercheurs et les enseignants
ce travail d'aller-retour permettait une bonne prise en compte des aspects neuroscientifiques et donc une amélioration du climat. En quelque sorte, je suis en train de dire que si on veut que les neurosciences puissent interagir dans la formation des maîtres, il faudrait, alors là, je rejoins la difficulté entre le nombre de chercheurs et le nombre d'enseignants, il faudrait qu'on ait des équipes de chercheurs qui puissent venir dans les établissements accompagner les équipes. La deuxième expérience qu'on est en train de mettre en place, là pour le coup c'est tout neuf, on monte un laboratoire du côté de Toulon, à la Marquisane, dans un REP+, pour voir comment... c'est les anciens, c'est les nouveaux ZEP, enfin, c'est la nouvelle appellation des ZEP. Oui. Donc pour voir comment les enseignants peuvent mieux appréhender leur enseignement grâce aux neurosciences. Et donc je crois que ces expérimentations montrent que la collaboration est possible, elle est même souhaitable. La vraie difficulté, c'est maintenant de passer d'une part à la formation initiale. Donc en tant que président de jury, j'essaierai de faire que les épreuves du CRPE puissent prendre en compte ce phénomène-là, puisque dans une des épreuves, on interroge les candidats sur les méthodes pédagogiques. Le CRPE, c'est le concours de professeurs des écoles. Et avec l'ESP, on va essayer de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut faire rentrer cette connaissance nouvelle dans la formation au niveau du master. La vraie difficulté, c'est que le nombre d'heures étant limité, si on fait une place qui me semble nécessaire et importante, alors il faudra sacrifier d'autres pans de la formation. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que la formation des enseignants, c'est vraiment un ingrédient clé, absolument crucial. Pour moi, un enseignant, c'est un professionnel qui doit disposer d'un éventail de compétences et de techniques. L'enseignement, ça devrait être quelque chose d'aussi sophistiqué qu'être ingénieur ou médecin. Et ça devrait avoir une formation qui est à la hauteur de celle d'un ingénieur ou d'un médecin, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on sait dans le domaine de l'éducation. Il y a des dizaines de milliers d'articles qui ont été publiés dans les revues scientifiques internationales qui décrivent des résultats obtenus par des expérimentations dans le domaine de l'éducation. Et on n'en sait à peu près rien en France, et donc on n'en transmet rien aux enseignants, et donc les élèves français n'en bénéficient pas. Donc il y a vraiment une grosse carence de transmission des connaissances. J'exagère un petit peu, peut-être je noircis le trait. C'est un peu exagéré parce que quand même les ESP ont été implantés dans le monde universitaire. On aurait pu créer une école supérieure du professorat ex nihilo à l'extérieur. On l'a implanté à l'université. On a travaillé avec les universités pour que il y ait une prise avec la recherche. Bien sûr. Mais après, en fait, on a transféré les UFM dans les universités. C'est pas la localisation en soi qui fait arriver les contenus. Le savoir directement dans les poches des enseignants. Entre l'UFM et l'ESP, il y a eu un trou en termes de formation. Ouais. Et la création des ESP a été quand même travaillée en concertation avec les deux universités, les deux présidents et le rectorat. Et on a travaillé vraiment sur l'interaction de la recherche sur la formation initiale. Okay, formidable. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester auprès donc, de nos hôtesses. Je vois une question là-haut. Vous signale également que le dernier ouvrage de Laurent Cohen, Comment lire avec les oreilles, est disponible auprès donc, de notre librairie et je pense que vous accepterez de le signer si des participants vous le demandent. Oui, il y avait une question ? Oui. Bonjour. Il se trouve qu'il y a quelque temps, moi personnellement, j'ai fait une formation que j'ai tout raté. Il y avait des modules que j'ai ratés de A à Z. Et le résultat final de l'examen final de la formation que j'ai raté aussi. Lors de cette formation, on m'a fait passer un test où il s'est avéré que j'étais kinesthésique. Et j'aurais souhaité avoir des pistes pour trouver des exercices à faire pour améliorer mes compétences et mon apprentissage des formations. Merci. Donc une forme particulière, est-ce que Franck Ramu ou Laurent Cohen ou... Est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer ce que c'est que la kinesthésie ? Disons kinesthésie, ça fait référence au toucher. D'accord ? Donc ce que décrit Madame, ça fait référence à une théorie selon laquelle on classifierait les apprenants entre ceux qui apprennent plutôt visuellement, ceux qui apprennent de manière plutôt auditive et ceux qui apprennent plutôt par l'action et le toucher. Ce qui est
ce qui a un sens, c'est-à-dire que si on vous fait passer un questionnaire où il y a plein de questions qui vous font décrire dans quelles circonstances vous préférez apprendre, etc., ou si on vous fait passer des tests de différents types d'apprentissage et qu'on fait trois scores visuels, auditifs, kinesthésiques, il y en aura bien un des trois qui sera plus haut que les autres. Et donc on va dire que c'est ça votre style d'apprentissage. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable d'apprendre dans les autres modalités. Et par ailleurs, il y a souvent un présupposé qui est derrière cette histoire des styles d'apprentissage, qui est que vous êtes auditif ou visuel ou kinesthésique, donc il faut toujours vous présenter l'information sous cette forme et vous faire apprendre sous cette forme. Alors ça, c'est une hypothèse qui a été testée par des études de psychologie expérimentale qui ont comparé des gens à qui on présente les apprentissages dans la modalité qui est censée être leur modalité préférée contre des élèves à qui on propose le contraire. Et en fait, les résultats, c'est que ça ne fait aucune différence. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de style d'apprentissage différent, mais en tout cas que ce présupposé comme quoi il faudrait présenter à chacun l'information sous le format qui lui est propre, ça ne conduit pas à des meilleurs apprentissages. En fait, ce qu'on en déduit plutôt, c'est que peut-être certaines personnes ont des préférences entre l'audition, le visuel, le kinesthésique, mais le mieux qu'on puisse faire et que les enseignants puissent faire, c'est tout présenter sous le maximum de formats possibles, à la fois en mode visuel, en mode auditif, en mode kinesthésique, et de manière à ce que chaque apprenant puisse prendre ce qui l'intéresse, mais que pour autant il ne soit pas privé du reste. Parce que ce n'est pas parce que, soi-disant, vous avez une préférence pour le kinesthésique qu'il faut que tout d'un coup, on appauvrisse votre environnement auditif et votre environnement visuel. On doit essayer de développer toutes les compétences chez les enfants et toutes les modalités. Merci. Monsieur Simplement, je crois que ce qui vient d'être dit, c'est en fait le fait qu'il y a des neuromythes et que ces neuromythes, les neurosciences, nous permettent de s'en débarrasser. J'ai le souvenir d'avoir participé à une conférence où j'avais appris à l'époque qu'on n'utilisait que 10% de notre cerveau. Et c'est quelque chose qu'on entend encore couramment. Et naturellement, je pense que je ne serais pas démenti, on utilise la totalité de notre cerveau. Peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'avais une question. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la qualité de l'apprentissage et la prévention des maladies neurodégénératives ? Je pense notamment aux résultats de la cohorte Framingham sur Alzheimer qui démontre une baisse de l'incidence qui pourrait être liée au niveau d'éducation. Est-ce qu'on peut faire ce lien? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que de la qualité de l'apprentissage peut dépendre ce type de prévention ou on n'a pas finalement d'éléments ou c'est trop tôt? Disons, oui, il y a pas mal d'études qui montrent qu'effectivement, les personnes qui ont le niveau d'éducation le plus élevé, les personnes qui sont engagées dans le plus d'activités intellectuelles, sont aussi les personnes qui ont le meilleur vieillissement cognitif. Après, c'est très compliqué de démêler quelles sont les causes, quels sont les effets. Est-ce que c'est le fait d'être engagé dans des activités intellectuelles qui fait du bien à votre cerveau ? Ou est-ce que c'est juste que les personnes qui sont prédisposées aux meilleurs apprentissages et à vouloir toujours chercher des activités intellectuelles sont aussi les personnes qui ont le cerveau qui va le mieux vieillir? Dans l'état actuel des connaissances, je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'on n'a pas la réponse. D'accord. Non, je n'ai pas la réponse non plus. Alors, une autre question peut-être sur tout ce qui vient de... Oui ? Ah, pardon. J'ai le projecteur dans les yeux, donc je suis désolée. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir s'il y avait un lien entre les difficultés d'apprentissage d'une langue et les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage dues à un 10, quel qu'il soit. Et si oui, comment peut-on éventuellement y remédier? Oui, les enfants qui ont des difficultés de langage, que ce soit trouble du langage oral, là évidemment ça tombe sous le sens, mais aussi trouble du langage écrit, dyslexie, en général, ils ont aussi de grosses difficultés avec l'apprentissage des langues étrangères. En tout cas, dans les conditions dans lesquelles on les apprend à l'école. S'ils ont une deuxième langue dans leur environnement familial, ils deviennent bilingues comme les autres, sans aucun problème. Mais pour ce qui est de l'apprentissage tardif des langues étrangères, oui, en général, ils sont en grande difficulté. A fortiori, quand il s'agit d'apprendre non seulement à parler la langue étrangère, mais aussi à l'écrire et à la lire, sachant que la langue étrangère privilégiée, c'est l'anglais, évidemment, et que l'anglais a une orthographe qui est particulièrement complexe et irrégulière et qui pose particulièrement problème aux enfants dyslexiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Non?
Pas d'autres... Moi, je voulais juste demander à Monsieur Cohen une dernière chose par rapport au fait qu'effectivement, il y a certaines zones du cerveau, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Césaro, on utilise tout son cerveau, y compris par exemple les personnes qui sont aveugles de naissance, qui peuvent réutiliser la partie qui d'habitude est dédiée plus particulièrement à la vision pour faire d'autres... Oui, alors effectivement, pour d'autres domaines. Je suppose que je vous ai dit que c'est un sujet sur lequel on travaille un petit peu, effectivement, à l'ICM. C'est à voir avec la plasticité du cerveau, c'est-à-dire que chez les gens qui voient, eh bien, il y a une grande partie de l'arrière du cerveau, vraiment une grande partie du cerveau, qui sert à voir, qui sert à reconnaître les objets qui sont autour de nous, à savoir où ces objets sont placés, comment ils se déplacent, etc. Et chez des gens qui sont aveugles de façon congénitale, qui ont toujours été aveugles, c'est une question de savoir à quoi sert toute cette énorme étendue de cerveau. On pourrait se dire, bah, il se passe rien, on s'en sert pas, quoi, c'est complètement éteint. Mais c'est pas du tout le cas. C'est déjà des régions qui sont actives en imagerie, qui s'activent beaucoup. Enfin, le fait qu'elle s'active ne prouve pas que ce soit utile, mais en fait, il semble que ce soit utile, en fait, que d'une part, ces régions servent à faire des choses dans le domaine de la perception, mais pas à partir des yeux, mais à partir des oreilles ou du toucher. Par exemple, pour percevoir un mouvement dans l'espace, si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas le faire avec vos yeux, mais vous pouvez percevoir le mouvement de son. Eh bien, c'est les mêmes régions du cerveau, dans le cortex dit visuel, qui s'occupent de cette analyse du mouvement des sons, par exemple. Eh bien, c'est les mêmes régions qui servent à reconnaître les lettres quand vous les voyez, et quand vous êtes aveugle, qui servent à reconnaître les lettres en braille, par exemple. Donc, ces régions gardent leur fonction, mais au lieu d'être alimentées par les yeux, elles sont alimentées par d'autres modalités. Et puis, il y a aussi des parties du système visuel qui, probablement, chez les aveugles, prennent en charge des fonctions qu'elles n'ont pas du tout chez les gens qui voient, et certaines, notamment dans la compréhension du langage, compréhension des mots, mémoire, décision, des choses comme ça. Il y a probablement de ces régions dites visuelles qui prennent des fonctions nouvelles. Donc ça donne une image de l'importance, pas illimitée, mais quand même assez remarquable de plasticité fonctionnelle du cerveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les quatre. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup. À vous.